Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre présence. Bienvenue sur le campus de Sciences Po à Menton pour cette deuxième soirée de la 26e édition des colloques de Menton. Je serai très très bref. Je vais commencer par aussi remercier nos invités du jour, Monsieur Sébastien Spitzer, écrivain, enseignant aussi à Sciences Po sur le campus de Paris. Je n'en dirai pas plus pour laisser Hidaya Saanfan, étudiante de première année sur le campus de Menton, qui a accepté d'animer cette soirée et qui aura notamment le plaisir de présenter notre invité ce soir. Je voulais pour ma part vous remercier toutes et tous, à commencer par Monsieur le maire, Yves Juel, pour votre confiance et pour cette collaboration. J'aimerais partager avec vous, avant que nous commencions, trois motifs de joie ce soir. Le premier, c'est, et je remercie aussi beaucoup Madame Pascale Juste, la directrice des affaires culturelles de la ville, pour sa confiance et cette première collaboration entre la ville de Menton et le campus de Sciences Po pour les colloques de Menton, un magnifique événement qui rythme la vie intellectuelle de notre belle ville depuis 1999, et c'est la première fois, et on espère que c'est la première fois d'une longue liste à venir que le campus de Sciences Po est partenaire, donc on est vraiment très heureux de cela. Le second motif de satisfaction, c'est que cette collaboration se traduit de deux manières. La première, c'est qu'il y a traditionnellement les deux après-midi des deux premiers samedis du mois d'octobre. Cette année, c'était le samedi 5 octobre, samedi dernier, avec une très belle table ronde sur le sujet de la désinformation, de la manipulation, qui était organisée au sein du théâtre Francis Palmero du Palais de l'Europe. Il y aura samedi prochain le deuxième traditionnel rendez-vous à 14h30, et on vous présentera la slide à la fin de cette soirée, une rencontre avec un écrivain, un journaliste, Monsieur Kamel Daoud. Il viendra notamment nous parler de son dernier livre paru à la mi-août aux éditions, dans la collection blanche des éditions Gallimard. Je pense qu'il aura le prix Goncourt très, très prochainement. Donc je n'ai aucune source au sein du jury, mais voilà, si vous n'êtes pas là samedi, vous regretterez d'avoir manqué le passage du prix Goncourt à Menton. Et voilà, donc ça c'est le deuxième motif de joie et de satisfaction. Cette soirée du jeudi qui vient s'insérer entre les deux samedis, et vraiment ça nous fait très plaisir. Et enfin, le troisième motif de joie, et ce sera le dernier, et encore merci à la ville de Menton pour votre confiance. Et pour cela, nous avons convenu que cette soirée, traditionnellement, les rendez-vous des colloques de Menton sont animés par des journalistes professionnels dont c'est le métier. Et bien cette année, c'est une étudiante, Hidaya Saanfan, qui va avoir cette belle mission, cette responsabilité aussi. Ça va très très bien se passer. On compte aussi sur vous pour l'encourager et pour votre bienveillance. Et encore une fois, merci à la ville pour sa confiance d'avoir permis que Sciences Po, à travers une étudiante de première année, anime cette soirée. Nous vous souhaitons une magnifique soirée de ces colloques de Menton. Et encore une fois, merci pour votre présence. Et je laisse maintenant Monsieur le maire vous souhaiter aussi la bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour ces mots aimables qui vont précéder l'ouverture de ce deuxième colloque. Alors c'est vrai que les colloques de Menton, c'est, j'allais dire maintenant, une institution depuis de nombreuses années, que c'est des moments où, même si les thèmes évoqués sont d'ailleurs, surtout cette année, d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les trois colloques, c'est quand même des moments où on se retrouve avec joie, avec sérénité, on retrouve des visages connus, des habitués des colloques. Et ce partenariat avec Sciences Po, il est très important pour moi. D'abord parce que vous savez, vous connaissez mon attachement à Sciences Po, au-delà des critiques qui peuvent fuser à droite, à gauche et qui me passent au-dessus de la tête, je vais être très franc, hein. J'aime bien dire les choses directement. Sciences Po, c'est une chance pour Menton parce que c'est plus de 500 étudiants de 70 nationalités qui, dans quelques années, après qu'ils aient fait leur cursus et les différents passages, dans leur stage aussi à l'étranger, seront aux manettes de commandes dans leur pays, que ce soit en politique ou que ce soit dans l'économie.
Et ces gens-là se souviendront qu'ils ont fait Sciences Po à Menton, Sciences Po Méditerranée, hein, puisqu'on est en face de toute cette Méditerranée qui aujourd'hui prend une importance encore plus grande. Et je crois que si... Là, j'aborde un sujet que je n'aurais pas dû, mais je vais le faire quand même. Je crois que s'il y a un sujet, un lieu plutôt, où l'on doit discuter, se comprendre, parler politique, être tolérant, c'est à Sciences Po. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile, je sais que vous, en tant que directeur, vous attachez, comment dire, une grande importance au respect qui doit être dû à la législation, respect dû aux monuments. C'est sûr que Sciences Po n'est pas un lieu d'affichage, soyons clairs, mais c'est un lieu où on doit discuter, même si on n'est pas d'accord, même si on est violemment opposé. Je veux dire que c'est là où on doit discuter, c'est là où on doit apprendre à se connaître, à s'écouter et peut-être à se comprendre. Je suis optimiste, donc je tenais à dire ça ce soir. Merci d'être présent pour nous faire vivre un thème. La fiction fait résonner le réel. J'allais dire oui, bien sûr, enfin, c'est mon avis, hein, mais c'est qu'un avis personnel. Et puis quelle joie en plus d'avoir à vos côtés une jeune étudiante de Sciences Po qui va remplir ce rôle que bien souvent des grands journalistes dans les cadres des colloques de Menton remplacent, celui du modérateur, de l'animatrice, puisque là c'est une jeune femme. Donc vous allez voir, après vous allez recevoir des coups de téléphone partout, on va vouloir vous arracher sur les plateaux. En tout cas, soyez assurés de notre soutien. C'est pour nous à Ville de Menton une grande joie que de vous avoir à côté de M. Spitzer pour animer ce colloque. Très belle soirée à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là encore une fois. Alors, je vais commencer par présenter notre invité. Il s'agit de Monsieur Sébastien Spitzer, qui est, comme l'a dit notre directeur, un enseignant à Sciences Po. Il faut savoir qu'il a été journaliste pendant 25 ans. Et en 2017, il s'est tourné vers l'écriture avec son premier roman, Ses rêves qu'on piétine. Et aujourd'hui, depuis 2021, il enseigne à Sciences Po. Il apprend aux élèves comment écrire en s'inspirant de Victor Hugo. Pour commencer cette magnifique colloque, je vais commencer par poser une question très simple à notre invité. C'est comment on différencie la fiction de la réalité? J'adore l'idée que ce soit présenté comme une question très simple. Ça veut dire qu'on va vite aborder, on va vite balayer le sujet. Non, c'est une question simple en apparence, mais dont l'intérêt est justement dans la complexité. Comment aborder la fiction? Qu'est-ce qui la distingue de la réalité? Comment aborder la réalité? Qu'est-ce qui la distingue de la fiction? Je suis ravi d'être avec vous, ravi d'avoir répondu à votre invitation et ravi de répondre à vos questions. D'ailleurs, on l'a un petit peu préparé, je vous avouerai. Je lui ai dit, bon, ensuite on va improviser. Mais voilà l'idée. Comment distinguer la réalité de la fiction? C'est ce que j'ai essayé de démêler depuis que je suis né, en vérité. C'est ce qu'on essaie de démêler depuis qu'on est né. La réalité de la fiction. Ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, de ce qu'on entend. Le récit qui structure notre inconscient, le récit qui fédère, qui fait nation, qui fait une société, une communauté, et la réalité à laquelle on est confronté chaque jour. Dans le train tout à l'heure, j'étais en train de lire un livre passionnant de Yuval Harari Noah, qui est ce penseur, philosophe israélien passionnant qui avait écrit Sapiens. Et dans son dernier livre qui s'intitule Nexus, il dit voilà, il y a trois façons de se représenter la réalité. Il y a la réalité objective, tangible, appréhensible. La réalité subjective, celle qu'on s'imagine, qu'on rêve, qu'on voudrait voir.
Ça, c'est une réalité objective. Et la réalité intersubjective. Voilà comment les choses deviennent intéressantes. La réalité intersubjective, c'est celle qu'on partage. C'est celle qui a fondé notre humanité, en réalité. Je suis intimement convaincu que c'est l'histoire, le langage, la parole, l'échange, la communication qui fait le propre de l'homme. Le fait que nous soyons capables d'échanger. Quand on imagine, quand on se représente les choses un petit peu, on se souvient, on se représente le temps de la grotte, le temps d'avant Sapiens, puis le temps des premiers temples ou des premiers villages. Et avec la sédentarisation, avec l'installation, avec la construction des maisons, avec la construction des champs, il a fallu échanger, il a fallu trouver des termes pour définir cette réalité. Il a fallu trouver un langage commun. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce langage est fait d'injonctions, de partage, d'informations précises. Il me faut tant de pierres pour dresser ce mur, il me faudrait tant de chair pour avoir un cheptel, il me faudrait tant de boue pour faire ces tablettes sur lesquelles je vais pouvoir écrire des choses. Ça, c'est concret. Et puis, l'abstrait qu'on partage. Il me faut tant d'argent. Il me faut l'appui des dieux. Il me faudrait, quand on commence à parler au futur, à se projeter. Voilà ce qui fait le fondement même de notre humanité, notre capacité à bâtir un récit intersubjectif qui nous lie. Le fait que je parle une langue, que mes mots aient du sens pour vous, que vos questions aient du sens pour moi et qu'on puisse communiquer. C'est-à-dire qu'on a traduit la réalité par des abstractions qu'est le langage. Grâce au langage, on a pu mettre des mots sur les événements. Et c'est sans doute le propre d'un écrivain que d'envelopper de mots une réalité qu'il dépasse. Monsieur Alaoua m'a fait l'honneur de m'inviter à parler devant vous. Je reprendrai bien les mots que j'ai évoqués en janvier dernier quand j'ai repris mon atelier d'écriture à Sciences Po Paris. Je revenais d'Israël. Je m'appelle Sébastien Spitzer, j'ai un nom juif, je suis catholique et je parle arabe. Après le 7 octobre, j'ai entendu des propos, des remises en question, des termes qui étaient balayés, comme si plus rien n'avait de sens, comme si les mots ne disaient plus les choses. Pogrom, attaque terroriste. J'ai éprouvé l'impératif besoin d'aller sur place pour entendre, pour sentir, pour comprendre, pour dépasser la simple abstraction dans laquelle on est enfermé chaque jour derrière ces écrans qui nous disent une forme de réalité, mais biaisée, celle qu'on veut bien donner à voir. Et en allant sur place, en recueillant le témoignage des rescapés des pogroms, en allant sur place, en recueillant le témoignage de quelques otages libérés, et j'ai pu mettre des mots, j'ai pu désigner, dire ce qui dépassait l'entendement. Et je pense que c'est ça la fonction ultime de l'écrivain. C'est de dire ce qui nous dépasse. C'est d'envelopper de mots, qu'ils soient durs ou doux, qu'ils soient arides ou pleins d'espoir, d'envelopper de mots ces événements qui nous dépassent. En fait, le langage, pourquoi on crée de la fiction, pour pouvoir approcher au plus près de la réalité. C'est ce que disait Hemingway à longueur de roman, c'est ce que disait Balzac, en disant que jamais un écrivain n'arrivera à dépasser la réalité, n'aura autant d'imagination que la providence, la fatalité ou tous ces coups du sort. Et c'est ça la fonction ultime de l'écrivain. C'est-à-dire que quand j'étais journaliste, on en parlera après, je pense, oui. Pendant 25 ans, je voyais la vie et le monde à l'horizontale, horizon, je veux dire, dans ce développement-là. En devenant écrivain, je me suis plongé dans la radicalité. Je l'ai vu de manière plus verticale. J'ai cherché les mots pour dire l'intimité, pour dire l'essence des choses.
pour aller faire dire à la réalité ce qu'elle avait de plus essentiel. Chère Hidaya, je sais qu'on est parti totalement hors du canevas, mais c'est aussi ça le débat. D'accord. Alors, donc, pour en revenir à ce que vous avez dit, pourquoi est-ce que c'est important pour un écrivain de raconter ce qui se passe, de raconter la vie? Excellente question. Excellente question, parce que là aussi il y a l'essentiel. Pour vous répondre simplement, quand j'ai écrit mon premier roman, j'écrivais l'histoire de Magda Goebbels, je vous l'ai raconté un petit peu. C'est cette femme qui a épousé Joseph Goebbels et qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'est enfermée dans ce bunker avec Hitler, avec ses enfants, a empoisonné ses enfants. Vous vous souvenez de cette histoire? Et Magda Goebbels, ce qu'on sait moins, c'est que pendant 20 ans, elle a été élevée par un homme qui s'appelait Richard Friedlander. Il était commerçant, il était berlinois, il était juif. Et cette femme a décidé, en épousant cet homme, Joseph Goebbels, en épousant ses idées nazis, d'épouser sa cause. Et elle a balayé la mémoire de cet homme. Elle a effacé littéralement la mémoire de l'homme qui l'avait élevé, son beau-père. Je ne vous raconte pas d'histoire. Faites du fact-checking, vous verrez que... Et tout était là. C'est-à-dire que la Shoah, c'est l'histoire d'une histoire qu'on a voulu effacer. Et le 7 octobre, quand je suis retourné en Israël pour raconter l'histoire des rescapés et des otages libérés, j'étais bouleversé. J'avais qu'une seule peur, c'est que, parce que j'ai vu les lendemains, j'ai vu les conséquences du drame qui ont été terribles, j'avais peur que ce moment-là soit balayé par tous les débats, par toutes les reconsidérations et par tous les travestissements de sens qui allaient suivre. Et en fin octobre, début novembre, il y avait tellement peu de monde dans les rues pour manifester contre l'antisémitisme qu'il m'a semblé impératif d'écrire un livre pour que ça s'arrête, quoi, pour dire les choses. Et comment était votre vision de voir le monde quand vous y étiez sur place? Parce que faut avouer que quand on voit sur les écrans, comme vous avez dit, on n'a pas vraiment... on ne voit pas à quel point c'est horrible. J'ai pas d'autres mots pour exprimer cela. Alors, il y a ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pas pu voir. Il y a ce que j'ai pu voir et entendre, c'est les rescapés qui m'ont raconté leur histoire. Et ce que j'ai pas pu voir, c'est ce qui se passait du côté de Gaza. Ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre, c'est leurs témoignages que je porte intimement, profondément, viscéralement. Je suis allé dans les kibboutz qui sont à la périphérie de Gaza, à 3 km, juste à côté, et j'ai rencontré ces hommes et ces femmes. Et juste avant de partir, j'ai été invité dans une école à faire une conférence avec 4 classes pour parler de mon métier d'écrivain. Et juste avant, j'avais rendez-vous avec les professeurs qui me disaient « Mais alors, de quoi vous allez parler, etc. » On a déjeuné ensemble, j'ai dit « J'aimerais bien aussi parler du fait que je vais partir en Israël. J'ai rencontré un homme extraordinaire qui m'a raconté une histoire extraordinaire, je dois en parler. » Il m'a dit « C'est compliqué, c'est vraiment sensible, c'est incandescent. Est-ce que vous pourriez éviter d'évoquer ce sujet-là » J'ai dit « Non, c'est important, parce que si on ne dit pas les choses, elles tournent au poison. Elles prennent un pli terrible et le danger est encore plus grand. Du malentendu, du travestissement des faits. Et j'ai abordé l'histoire de cet homme que j'avais eu au téléphone et que j'ai rencontré sur place après, qui s'appelait Jonathan Silver. Jonathan Silver a une 30aine d'années. Jonathan Silver est le fils de Viviane Silver. Sa mère, pendant 30 ans, a milité pour la paix. Sa mère, pendant 30 ans, a marché avec les femmes palestiniennes pour obtenir 2 États. Sa mère était une pacifiste. Le 7 octobre, elle habitait le kibbutz de Be'eri. Elle a été la première exécutée par les terroristes du Hamas. Et quand son fils me raconte l'histoire, il me dit les derniers échanges qu'il a eus avec elle, le message est très clair.
la première chose qu'il me dit, c'est « Sébastien, tu sais, maman était une pacifiste. » Et dans le kibbutz, on était nombreux, on était tous pacifistes. On habitait à côté de la bande de Gaza pour aider nos frères, formule utilisée, nos frères palestiniens, à les amener dans les hôpitaux, à faire pour une coexistence, pour qu'il y ait une coexistence possible. Et ce garçon d'une trentaine d'années qui a vu sa mère se faire exécuter ce jour-là, me dit « Sébastien, je reprendrai le combat de ma mère, mais le combat pour la paix. » Il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas un désir de vengeance. C'était pas ça. C'était le désir de la paix. Et Jonathan Silver, quand je racontais son histoire avant de partir aux élèves, puisque c'est une histoire singulière, puisqu'elle raconte le parcours d'un homme, c'est pas des idées plaquées, c'est pas de l'idéologie, c'est pas une interprétation systématique, c'est l'histoire d'un homme et de sa mère. Et ça, on peut le raconter. Et être écrivain, c'est raconter une histoire singulière, hein, une histoire dans ce pétri d'humanité, à la différence de l'historien qui va raconter une histoire spécifique, avec une trame bien donnée. Là, je suis allé rencontrer, les yeux grands ouverts, les oreilles libres pour essayer, sans a priori. Mais, pour répondre complètement à votre question, Hidaya, j'y suis allé au mois de décembre. Mais avant de partir, je voulais aller en Cisjordanie, en Palestine. Et je suis allé à Bethléem, le soir de Noël. J'ai réalisé un vieux rêve. Le soir de Noël, je suis allé dans la grotte de la Nativité pour prier. Et là-bas, j'ai eu un quart d'heure mystique. Enfin non, ça a duré 4 heures. J'ai eu 4 heures mystiques. J'étais avec des femmes palestiniennes qui priaient en arabe et qui récitaient je vous salue Marie, avec une ferveur que vous pouvez imaginer. C'était le soir de Noël. Et ensuite, j'ai parlé pendant des heures avec la famille qui m'accueillait là-bas, une famille palestinienne, et j'ai recueilli leur point de vue. Parce que dans l'histoire qu'on traverse, dans les faits qui nous enveloppent, qui nous entourent, il y a toujours la question du point de vue qui est essentielle. J'ai juste une question. Comment est-ce que, je ne dirais pas choisi, mais comment est-ce que vous vous êtes dit, je vais écouter le témoignage de cette personne et non d'une autre personne? Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que je suis allé, déjà le choix où est-ce que je suis allé en Israël. Je ne suis pas allé tout de suite en Cisjordanie. Je suis allé à Jérusalem, je suis allé à Tel Aviv. Parce que je voulais raconter le 7 octobre. Maintenant, j'ai essayé d'aller à Gaza par 2 biais. Le premier qui était biaisé par 2 moyens, c'était l'armée israélienne. Et le deuxième qui était plus ouvert, c'était une association qui distribue des vivres qui s'appelle Kitchen Food. Et ils ont hésité et puis ils n'ont pas voulu m'embarquer. Mais je voulais aller là-bas pour me représenter les choses de manière parfaitement honnête, parfaitement équilibrée. Et ça n'a pas pu se faire, hélas. Donc ma démarche a été empêchée par l'impossibilité d'aller. Mais sincèrement, raconter le 7 octobre, c'est raconter l'histoire des victimes du 7 octobre. Okay, d'accord. Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit en fait que votre écriture peut avoir un impact sur la société? Parce que quand même ce que vous avez écrit, c'est pas juste un livre, c'est la vie de plusieurs personnes et personnellement je trouve que c'est quelque chose de très très important. Comment est-ce que vous vous êtes dit que mon écriture, ce que je suis en train d'écrire, c'est pas juste une blague, mais ça peut avoir un impact sur la société? Quand on a préparé cette petite conférence ensemble, on se dit, en fixant un canevas, qu'on a complètement fait exploser. Il n'y est plus. Oui. Bravo. On a échangé tous les deux sur notre amour de Victor Hugo. Oui. Quand j'ai dit, pas du tout sur ça. Et Victor Hugo, en 1882, a écrit un texte. Je suis amoureux fou j'adore Victor Hugo. Moi aussi.
J'ai écrit un dictionnaire amoureux de Victor Hugo, j'ai écrit des romans qui lui sont consacrés. Et en 1882, Victor Hugo a écrit, vers la fin de sa vie, un texte fondamental pour dénoncer les pogroms juifs en Russie, des pogroms en Russie, juin 1882. Et il a des mots à la Hugo qui visent tellement juste, des mots parfaits. Et franchement, c'est en lisant ce texte dans une radio, sur les ondes d'une radio, en le lisant direct après le 7 octobre, que j'ai basculé dans l'évidence, c'est-à-dire que le livre, le texte, les mots peuvent arrêter l'infamie. Le livre, j'accuse. Le texte, les mots peuvent endiguer une folie. Pourquoi ? Parce que c'est du paquet de sens. C'est un volume de vérité. Ce sont des lignes qui disent au plus profond de quoi nous sommes faits, un livre, quand il est sincère. Et je suis intimement convaincu, peut-être avec une grande naïveté, qu'un livre peut sauver le monde. Il y a quelques textes qui déjà ont fédèrent des centaines de millions, voire des milliards d'individus. Le livre, un Ancien Testament partagé par des centaines de millions d'individus. Un livre fait le monde, c'est le récit intersubjectif dont on parlait en amont, et puis un livre peut changer le monde. L'imprimerie, Gutenberg, ces moments-là, vous savez, Victor Hugo disait quelque chose de fabuleux. Quand il écrivait Notre-Dame de Paris, il a un chapitre qui s'intitule « Ceci tuera cela ». C'est le Frollo, l'archidiacre, qui se retrouve dans une des tours de Notre-Dame, qui regarde sa chère Notre-Dame et qui regarde le livre qui est posé à côté de lui. Ceci, le livre, tuera cela, le grand livre de Pierre, avec ses images, avec ses histoires, avec les statues et tout ce qui représente la Bible. Est-ce que vous pourriez nous parler de Léonidé ? Parce que, alors, personnellement, je ne l'ai pas encore lu, mais ce qui m'intrigue, en fait, c'est que Léonidé, c'est une personne qui a réellement existé. C'était une des amantes de Victor Hugo, mais qui est moins connue. Est-ce que vous pourrez nous parler de lui ? Comment est-ce que vous vous êtes dit d'en faire, en fait, une héroïne de votre roman ? On a eu quelques mots tout à l'heure, et je vais vous répondre évidemment. Mais je crois que vous êtes engagé dans des associations, si j'ai bien compris d'ailleurs. Oui. Et de laquelle vous me parliez tout à l'heure, pour situer un peu. Oui, c'est Feminist Union. Feminist Union. Vous êtes une militante féministe. Léonie B, je pense, peut vous parler, ou vous a parlé, parce que c'est l'histoire de cette femme qui s'appelait Léonie Billard, qui a existé, qui a bel et bien existé. On connaît tous Juliette Drouet, Oui. la maîtresse célèbre de Victor Hugo, avec laquelle il échangeait 5 lettres par jour, enfin qui lui envoyait 5 lettres par jour. On connaît moins bien Léonie Billard. Mais Léonie Billard, à 19 ans, était fiancée avec un peintre en vue, participe à un dîner, entend parler d'une expédition polaire et veut en être. Mais celui qui organise l'expédition polaire lui dit « Madame, je suis navré, mademoiselle, on disait à l'époque, je suis navré, mais les femmes n'ont pas le droit de monter à bord des bateaux de la marine nationale. » « Ah bon, pourquoi ça ? Parce qu'elles portent malheur. » On a fait du chemin depuis. Mais Léonie décide d'embarquer quand même, de forcer le destin. Elle se rase, elle se déguise en matelot, elle embarque, elle va au Spitzberg, elle revient, elle épouse son peintre, elle s'ennuie, elle a 2 enfants, ça va pas beaucoup mieux. Elle rencontre Victor Hugo, sa vie, elle renaît à la vie. Victor Hugo tombe fou amoureux de cette femme parce qu'elle a une dimension, une beauté, un charme. Voilà, il tombe sous son charme. Mais Léonie B est mariée. Et Victor Hugo aussi. Mais le problème, c'est elle. Victor Hugo, la femme de Victor Hugo est avec Sainte-Beuve, que Victor Hugo surnomme Sainte-Bave. Depuis des années, c'est admis, c'est comme ça. C'est un ami de la famille, un proche. Et Léonie B est mariée, mais son mari, à elle, est suspicieux, jaloux, et va faire suivre Victor Hugo. C'est une histoire vraie, hein. Faire suivre Victor Hugo et va faire suivre sa femme avec cet homme dont il ignore l'identité.
il les surprend en fâcheuse posture. Hein. On appelle ça une conversation criminelle. Et le drame, c'est que Léonie est condamnée à de la prison pour adultère. Elle va faire des mois de prison à la prison pour femmes de Saint-Lazare, prison qui est située à l'angle de la rue de la Fidélité et de la rue de Paradis. Vraiment. Et je suis intimement persuadé qu'à ce moment-là, Victor Hugo prend conscience de l'inégalité des hommes et des femmes, parce que lui, il entre à la chambre des pairs, donc il ne sera jugé que par ses pairs, donc il ne sera pas jugé. Et ils sont unis par les liens d'une même faute, au regard de la loi, mais pas traduits de la même manière. Et Victor Hugo disait, c'est beaucoup engagé, paradoxalement, il était polyamoureux, on sait tous ça. Il s'est beaucoup engagé pour la cause des femmes, Victor Hugo. Il disait, l'homme a chargé inégalement les deux plateaux de la balance. D'un côté, il a mis tous les droits, de l'autre, il a mis tous les devoirs. Victor Hugo disait aussi, parce qu'il était très proche de Victor Schœlcher, l'homme qui a aboli l'esclavage, et il disait, voilà, nous avons aboli l'esclavage. Pourtant, dans tous les foyers, il existe un individu, une personne qui n'a pas le droit de voter, une personne qui n'a pas le droit d'ester en justice, c'est-à-dire de se porter partie civile notamment, qui n'a aucun droit. Cette personne-là, c'est la femme, c'est l'esclave. Victor Hugo a été le premier président de la première Ligue pour la défense des droits de la femme à la fin de sa vie. Voilà l'histoire de Léonie B. Voilà ce que cette rencontre lui a appris, lui a ouvert les yeux. Et d'ailleurs, quand Léonie B était en prison et que Victor Hugo envoyait sa femme tous les jours pour améliorer son quotidien, il a commencé à écrire Les Misérables. Et Les Misérables, ça commence par l'histoire de cet homme qui porte sa croix, cet homme qui se sent coupable, hein. Cet homme qui s'appelle Jean Valjean, et cet ancien bagnard, hein, ce bagnard qui cherche sa voie et puis qui va rencontrer Monseigneur Bienvenu et qui va lui tendre la main, lui pardonner et lui montrer le chemin. Et c'est intéressant parce que quand on regarde bien les mots, j'adore les anagrammes, Jean Valjean, si on dispatche les lettres, ça fait évangile. Ça fait le mot évangile. Donc voilà la dimension. Et Jean Valjean, c'est Hugo qui porte sa croix. Il y a quelque chose, il y a une faute qu'il faut réparer. Cette inégalité entre les hommes et les femmes. C'est ça l'histoire de Léonie B. Oui, l'histoire de Léonie B. Et comme vous êtes passionné par Victor Hugo, mais qu'est-ce que vous en dites de le discours qu'il a fait sur l'Afrique? Alors, je ne me souviens plus de quelle année, mais qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est très important. Voilà Sciences Po. Voilà pourquoi j'aime tant Sciences Po. J'anime un atelier d'écriture à Sciences Po depuis quelques années. Et sur cet atelier qui s'intitule « Écrire en s'inspirant de Victor Hugo », on aborde tous les thèmes liés à Victor Hugo. Toute son œuvre, mais il y a un moment où Victor Hugo a prononcé un discours qui, franchement, est complètement à côté de la plaque. C'est un discours qu'on a baptisé le discours sur l'Afrique, dans lequel il dit qu'en Afrique, il y a un peuple sans histoire, qu'il y a un continent noir, qui n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on y apporte la lumière. Il a un discours qui est radical, il a un discours qui est paradoxal, parce qu'il le prononce à côté de son grand ami Victor Schœlcher. Alors voilà, Victor Hugo qui a passé sa vie à lutter contre cette idée, qui a 16 ans. À 16 ans, il écrit en 3 semaines Burg-Jargal, qui est un texte inspiré de ce qui se passait dans les îles, et inspiré des textes de son père. Le père de Victor Hugo était général et a écrit des traités contre l'esclavage. Donc Hugo est pétri de cette idée-là. Il est farouchement opposé à l'idée d'esclavage. Mais, sur le tard, à la fin de sa vie, il commet ce discours qui lui colle à la peau et qui aujourd'hui lui revient comme un boomerang et finit par le réduire. Et si je veux évoquer systématiquement ce discours-là avec mes élèves à Sciences Po, c'est justement pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que Sciences Po, c'est pouvoir débattre, pouvoir dire, sans cacher. Il n'y a rien de planqué dans un coin, puisque tout a du sens si on le recontextualise, si on le remet en perspective. Voilà, ça c'est le discours sur l'Afrique. D'accord. Après,
Après, il y a quelque chose... en fait, c'est un tournant. On ne vous a pas dit quelque chose concernant Hidaya. Mais Hidaya est écrivain. Hidaya a écrit un livre qui est ici. Et si elle a accepté, si vous avez accepté le principe de cette modération, je pense que c'était pas anodin. Non, c'était pas anodin. C'était parce que c'est également un sujet qui me tient fort à cœur et parce que j'écris un livre. Alors. Je prends la grosse tête là. Est-ce que vous pourriez nous parler... Alors, il a un titre très particulier, ce livre. Oui, et j'imagine que personne ne comprend. Alors, on ne peut pas le dire de loin. Vous pouvez nous en parler, le dire, est-ce que ça signifie? Oui, alors, Nyongo, ça signifie amer, la face cachée de Mayotte. Donc, Mayotte, ce département très très pauvre, oublié de la métropole. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit juste le quotidien de Mayotte, Nyongo, qui est amer, comme Nyongo. Et en fait, c'est un roman, donc de la fiction, mais comme on l'a dit, la fiction, ça reflète que la réalité. Donc, c'est un roman de 3 jeunes adolescents qui sont au lycée, qui, par leur vie, vont montrer ce qui se passe à Mayotte, montrer leur misère, leur entre délinquance, la pression de la société, la pression des études et juste la vie qui est très très compliquée, qui est très dure. Voilà, c'est ce que raconte ce livre. Alors ça, ce sont les grandes lignes. Oui. Mais ce livre va beaucoup plus loin que ça, en vérité. Oui, alors il est en 3 parties. La première partie, j'aborde surtout les violences sexuelles, mais aussi la sexualité, parce qu'à Mayotte, en fait, c'est un sujet qui est très très tabou. Mais la sexualité, c'est tabou, mais je pense que c'est aussi ce qui facilite les agressions sexuelles. Et à Mayotte, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est violé, je vais prononcer les mots cache-cache, on est obligé, on est contraint de se marier avec son violeur pour honorer la famille, pour préserver la dignité de la famille. C'est pour vous dire que c'est juste de la monstruosité. Et la deuxième partie du livre, c'est sur la délinquance. En fait, ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, en fait, c'est que tout est lié. Parce que comment est-ce qu'on pourrait se marier avec notre violeur et après faire des enfants et après éduquer ses enfants, ses amours? Comment est-ce qu'on pourrait aimer un enfant d'un père qui nous a violés? Troisième partie, c'est sur les mariages arrangés. Voilà, tout est lié et personnellement, pour vous dire, ce livre, c'est juste mon quotidien, la vie de mes camarades de classe qui, à l'âge de 14 ans, étaient enceintes et devaient arrêter leurs études pour se prostituer, ou élever leurs enfants. Et c'était pas le cas, je veux dire, c'est pas fini, mais c'est toujours d'actualité, c'est toujours ce qui se passe à Mayotte. Pour moi, être à Sciences Po, c'est une chance. Et j'ai vraiment dit chance parce que normalement, l'éducation, c'est un droit. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une chance. Et juste pour vous dire que réussir sa scolarité à Mayotte, avoir une scolarité et même une vie normale à Mayotte, c'est un rêve. Vous me gênez. Je vous invite à lire son livre. Il est cache-cache, donc je reprends votre formule. Il est cru, il est vrai, il est authentique, il est sincère.
Il vient du cœur, il vient de l'âme, et il traduit ce monde pardonnez-moi, que je ne connais pas. Donc il traduit un monde que je ne connais pas, qui semble bourré de paradoxes et d'inversion des sens, avec des valeurs affichées, prônées, prêchées, et des réalités qui viennent dire tout le contraire. Est-ce que c'est bien ça? Oui, totalement. Nous vous remercions infiniment. Si vous avez des questions, nous serions ravis de pouvoir y répondre. Nous serions ravis d'y répondre, d'essayer d'y répondre. Oui? Bonjour, merci du coup Monsieur Spitzer, merci beaucoup Hidaya pour cette présentation. Moi j'ai adoré. Je voulais juste revenir sur le fait que vous aviez dit que vous étiez beaucoup intéressé à Victor Hugo, et d'un autre côté vous êtes écrivain qui fait ressortir le réel via la fiction, si j'ai plus ou moins bien compris. Aujourd'hui, si vous deviez écrire un Claude Gueux que vous offririez à tous les députés pour une cause en particulier, ou une cause que vous aimeriez défendre au maximum, qu'est-ce que ça pourrait être, si vous avez une idée à titre personnel? C'est une question comme ça. Merci beaucoup. Une cause, on en a parlé. Après, vous savez, c'est intéressant ce que votre formulation. Vous êtes élève à Sciences Po. Vous appelez comment? Mathéo. Vous avez étudié Tocqueville? Ah oui, depuis le lycée. Alors donc vous avez étudié Tocqueville. Tocqueville, quand il écrit sur l'Amérique, il dit qu'il essaie de comprendre sincèrement, sans a priori. Et il dit dans un chapitre assez célèbre que pour lui, il n'y a rien de pire que les livres à idées. Les livres à idées, c'est-à-dire les livres qui veulent défendre juste une cause. Et je comprends infiniment bien cette phrase. C'est-à-dire qu'une idée va venir tout de suite vous embringuer, vous embrigader, cadenasser votre liberté, votre façon de voir. En revanche, quand on se laisse aller à dire une vie, à raconter une vie, à raconter un personnage qui vous marque par tel ou tel aspect, là on peut prétendre à une certaine vérité, parce que les idées, hélas, c'est une autre dimension, c'est autre chose. Et pour aller au-delà, je suis intimement persuadé qu'un livre, comme l'a fait Victor Hugo par exemple, il donnait pas, il n'y avait pas de surcroît de sens. C'était pas surligné. La vérité profonde, par exemple, Jean Valjean, il ne va pas dire c'est l'évangile caché. Par exemple, quand l'inspecteur Javert se suicide à la fin parce que Jean Valjean lui a sauvé la vie, c'est un moment quand même fabuleux. Javert, c'est celui qui est sûr de son droit, sûr de son idée, sûr d'être le justicier, et son idée est perturbée par la réalité, percutée par la réalité. C'est l'homme qui l'a poursuivi toute sa vie, à savoir Jean Valjean, qui va lui sauver la vie. Et ça, l'inspecteur Javert ne le supporte pas, c'est dans Les Misérables, va sur un pont, se glisse, se penche sur le parapet et se jette pour se suicider dans la Seine. Et je pense que ça exprime bien aussi le fait que Victor Hugo était aussi dans cette dimension-là, comme Tocqueville, qu'un roman à idées, c'est un roman biaisé. En revanche, aller jusqu'au bout d'un personnage, de ce qu'il a à nous dire, et d'une époque qu'il va traverser, là, on peut partir très très loin. Après, le prochain roman, très sincèrement, Mathéo, je viens de publier ce livre sur les récits des rescapés, et j'ai beaucoup de mal à passer à autre chose. Oui? Vous vous appelez comment? Elia. Bonjour, du coup, merci d'être là aussi. En fait, comme vous l'avez dit, la fiction, elle fait résonner le réel, mais la fiction, elle éduque aussi. Et je sais qu'en France, on a des lois pour protéger les œuvres. Mais par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la réécriture de certaines œuvres, comme au Royaume-Uni, celle de Roald Dahl? Merci. C'est intéressant, et il y a des limites à ça. Je comprends parfaitement, mais je pense qu'il y a aussi... j'aimerais vous entendre là-dessus.
je comprends parfaitement le fait qu'il y ait eu des abus de langage, qu'il y ait eu des abus de considération et que c'est par la grammaire qu'on traduit le monde. Donc il faut parfois revoir la grammaire. En revanche, j'ai beaucoup de mal à accepter l'idée qu'on puisse refaire des titres, réécrire des œuvres qui ont déjà été publiées. On appelle ça le droit moral. C'est le droit de ces auteurs et une préface aurait permis de contextualiser s'il le fallait pour certains sujets. Mais réécrire, je trouve ça assez scandaleux. Qu'est-ce que vous en pensez, Hidaya ? Comment dire ? Personnellement, je pense que c'est... pourquoi réécrire une œuvre ou pourquoi l'interdire ? Ça me fait penser à les versets sataniques de Salman Rushdie. Et comment dire, le roman, en fait, que ça soit une fiction ou quelque chose de documentaire, raconte qu'est-ce qui est. Et l'interdire parce que les mots qui sont employés sont trop directs ou trop osés. Personnellement, je pense que on devrait changer la réalité alors. Donc, parce que si la réalité est telle qu'on le décrit, pourquoi le censurer ? L'année dernière, avec un de mes étudiants, il y a eu un moment très fort. Je leur ai demandé au début de l'année quels étaient les livres qu'ils préféraient. Une classe d'une vingtaine, et il me dit « Ah, j'ai bien une idée, mais j'ose pas trop. » Il a passé son tour. À la fin, c'était son tour, il fallait qu'il parle. Il a dit « Bon, d'accord, je vais vous dire. J'adore Céline. J'adore Le voyage au bout de la nuit. » Mais il n'osait pas dire que ce texte lui avait infiniment plu. Il l'a fait finalement. Voilà toute la complexité de cette situation. On connaît Céline, c'est un auteur génial qui a dit des choses atroces. Est-ce qu'il faut réécrire Céline ? Ça, c'est aller très très loin. Madame ? Comment vous appelez-vous ? Tenez, Madame Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Vous aviez commencé à nous raconter votre nuit de Noël à Bethléem, et ce serait bien si vous pouviez nous finir l'histoire. Ah, de l'histoire de la conversation avec les femmes palestiniennes ou de cette nuit de Noël. Ouais. Alors, pour revenir au sujet et répondre à votre question, la fiction et le réel, c'est étonnant le pouvoir de la prière. La prière, de cette incantation, de cette phrase répétée qui finit par nous élever, malgré tout, malgré nous, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Et dans cette incantation, dans cette répétition scandée, la magie opère. Je baragouine l'arabe, je ne parle pas bien, je devinais ce qu'elle disait, mais j'étais porté par ce qu'elle chantait. Ce qui était terrible, c'est qu'il n'y avait personne dans la grotte de la Nativité, alors que d'ordinaire, un soir de Noël, il y a des heures de queue, il y a un monde fou, mais il n'y avait personne parce que le pays était en guerre, parce que la région était en guerre, et personne n'osait y aller. Mais en sortant, je l'ai filmé, j'ai vu une sœur qui était arrêtée devant des barrières qui représentaient une scène de la Nativité, mais parmi les décombres. Et il y avait des fils barbelés, il y avait une vierge à l'enfant, et l'enfant était emmailloté, donc on était en territoire palestinien. Et cette sœur, des sœurs qui appartient à l'ordre de Mère Teresa, était en larmes.
parce que c'est l'humanité. Parce que c'est exactement ce que me raconte Jonathan Silver. Parce que c'est ce que me racontaient la plupart des rescapés habitants du kibbutz, qui me disaient qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé parce que ça faisait des années qu'ils militaient pour la coexistence. Et pour ne pas m'écarter, pour revenir à votre question, après je suis allé, donc j'ai dormi dans un foyer palestinien, et ils me disaient le drame pour eux de cette situation, parce que plus personne n'osait aller à Bethléem, parce que la crise était terrible, et ils me remerciaient d'être venus. Mais je leur ai dit la vérité. Je leur avais dit que j'écrivais ce livre, je leur ai dit que j'avais rencontré des rescapés, et elle est restée, la femme est restée un instant interdite, et puis elle m'a souri, et voilà. La communauté des âmes. C'est pour ça que ce conflit est si clivant, c'est qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, donc il peut y avoir que des oppositions, alors que la communauté des âmes dit tout, me semble-t-il. Ah, il y a tous les élèves qui lèvent la main, c'est chouette. Heureusement, question. Bonsoir, merci pour votre intervention. Et dès lors, j'avais une interrogation. C'est que si bien en effet la fiction permet de faire résonner le réel, il y a un type de littérature qui, je trouve, le représente bien. C'est notamment lorsque on se penche sur des dystopies. Et aujourd'hui, il y a un phénomène qu'on observe, notamment aux États-Unis, c'est que on commence à exclure et interdire les œuvres dystopiques dans les bibliothèques scolaires. Et moi-même, la conclusion que j'en fais, c'est qu'on chercherait peut-être à écarter des gens d'une potentielle réalité ou d'une prise de conscience. Est-ce que, dès lors, vous-même, vous pourriez considérer que continuer à entretenir la mémoire de ces œuvres et continuer à les lire, ça procède dans une certaine forme de résistance aujourd'hui? Je pense que l'endroit le plus sacré ici à Sciences Po, c'est la bibliothèque. Moi aussi, je pense la même chose. C'est la bibliothèque. Voilà notre grand temple. Voilà le vrai temple, la bibliothèque. La possibilité du savoir. Et vous avez des livres qui sont dans toutes les langues ici. Après, qu'est-ce qu'on considère de cette situation aux États-Unis? Évidemment, c'est aberrant. On n'efface pas la mémoire. Enfin, on essaye d'effacer la mémoire. On biffe pas les idées. Non, c'est une aberration. Mais il y a évidemment. Ce qui est fou, c'est que vous étudiez l'histoire de l'Amérique, des États-Unis. On disait que l'Amérique, c'était le pays du melting pot. Aujourd'hui, c'est le pays ultra communautaire, réduit sur ses communautés les plus strictes. Dans les bibliothèques, maintenant, vous voyez des rangées de livres consacrés à une femme espagnole de 60 ans de la côte ouest. Tout est sectorisé. Et cette sectorisation, cet enfermement dans des identités communautaires restreintes et fermées, c'est la fin de cette communauté des âmes dont on parlait tout à l'heure. Alors moi, je souhaitais simplement vous poser une question, après avec des questions simples, mais sur le repli identitaire dont vous parlez. Vous avez parlé qu'il y a un repli identitaire, un repli communautaire, un repli sur nos idées, qu'on peut observer aussi en France par une forte polarisation du débat public. Comment est-ce qu'en France, on peut réussir à surmonter cette polarisation? Par ça, par des moments, par le débat, par la preuve par les mots, par la preuve par les paroles. Hidaya, elle est comme elle est, Sébastien, il est comme il est, on n'est pas pareil, on n'est pas engagé dans les mêmes luttes, on n'a pas les mêmes objectifs, mais on se comprend. Voilà, on arrive à communiquer parce que, vous savez, c'est Confucius qui disait à deux adversaires, deux armées, deux généraux ennemis, qui s'affrontaient depuis des années, qui ne savaient même plus pourquoi à la fin. Et il disait, pour résoudre ce conflit, amenez-moi un dictionnaire. Pour résoudre le conflit, amenez-moi un dictionnaire. De quoi on parle? Bonjour. Bonjour. Et je pose une question.
On ne parle jamais de justice. Pas de justice, pas de paix. C'est là la chose fondamentale. On ne parle jamais. On parle de ça, mais jamais de la justice. Et quand il y a, et c'est minimum 4000 années qu'on vit dans l'injustice. Et on parle, et on a compris. Victor Hugo, personne ne comprend. Émile Zola, personne ne comprend. Voltaire, je parle des écrivains français, on ne comprend pas. Victor Hugo avait Moi, je vous invite à venir l'année prochaine à mon cours. On en parle beaucoup. La misère, c'est parce que Victor Hugo a écrit un discours sur la misère, détruire la misère, qui est extraordinaire. Détruire la misère. Messieurs, vous avez créé des lois pour abolir l'anarchie, mais c'est l'anarchie, mais c'est la misère qui creuse les abîmes. Créer des lois pour détruire la misère. Texte fantastique. Je ne voyais pas de questions, donc c'est une affaire. Oui. Une dernière. Oui, je dirais que moi, ce qui m'interroge toujours, c'est le fait qu'on parle de fiction et de réel. Et moi qui suis un lecteur de science-fiction depuis bien des années, je constate que j'ai dans ma bibliothèque des livres de 50, 53 qui racontent ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui a fait dire par quelqu'un d'ailleurs que les auteurs de science-fiction étaient les historiens du futur. Alors, en parlant d'écriture, il y a une chose qui est pour moi essentielle et que je n'applique pas, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise afin de dire ce qui est et pas forcément ce qu'on pense. C'est-à-dire la réalité, mais pas l'interprétation qu'on en a. Je pense que c'est le plus difficile. Et je ne l'applique pas parce que, personnellement, moi je suis plutôt poète. Et j'ai l'habitude de faire des poèmes qui font plutôt pleurer qu'autre chose. Donc, moi la question, c'est justement ça, c'est que tous ces écrivains, parce que, puisque vous l'êtes, vous le savez peut-être, mais il y a tellement d'écrivains, de gens qui écrivent des romans, de toute forme d'ailleurs, qu'ils soient d'histoire, de science-fiction et autres. Il y en a tellement, et ils racontent tous quelque chose. Et ce que j'essaye d'expliquer, moi, dans mes ateliers d'écriture, principalement en poésie, c'est qu'effectivement, l'écriture porte vos idées, quoi que vous fassiez. Elle les transporte, et quand vous avez la chance de effectivement pouvoir toucher les autres, un peu la réponse à Indaya, c'est qu'effectivement, quand vous avez la chance de pouvoir le constater, c'est-à-dire de voir des gens qui réagissent, c'est bien, tout en retenant une chose, puisque aux États Sciences Po, c'est que on n'enseigne pas, c'est les autres qui apprennent. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe? On n'enseigne pas, c'est les autres qui apprennent. Oui. Moi, je pense qu'enseigner, c'est la meilleure manière d'apprendre. Effectivement. D'accord. Mathéo? Vous vous souvenez de mon nom, c'est bien. Je vais vous reposer une autre question par rapport à ce que vous avez vécu quand vous étiez en Israël. Vous nous parliez justement de ces Israéliens qui prônaient la paix, etc. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des sionistes religieux ou des personnes qui étaient beaucoup moins sur la paix, qui voulaient vraiment
un Israël qui englobait tout? Et si oui, est-ce que vous sentiez peut-être une détresse ou une vraie tristesse aussi chez ces gens-là, comme vous pouviez le ressentir chez les Israéliens qui sont peut-être plus de gauche et qui sont plus pour la paix? Voilà, merci. Alors, en Israël, c'est une vraie démocratie. C'est une démocratie forte. Et c'est une démocratie qui résiste, c'est-à-dire qu'elle est partagée par des opinions très diverses. Et c'est ça qui fait sa force, c'est-à-dire qu'on peut débattre, on peut manifester, on peut échanger, on peut s'affronter. C'est ça la démocratie. Maintenant, en ce qui concerne les ultra-orthodoxes ou ultra-religieux, malheureusement, j'ai rencontré le frère d'Elia Toledano. Elia Toledano, vous le connaissez? Vous acquiescez? Elia Toledano était à Supernova, au festival Supernova. Il vient d'un milieu ultra-religieux. Ultra-religieux. Mais ce milieu ultra-religieux l'a étouffé. Et il a décidé de partir, de vivre avec les laïcs, comme son frère m'a raconté, à Tel Aviv. Et il a fait partie des nombreuses victimes de Supernova. C'est un ami de Miachem, qu'on connaît bien. Enfin, Miachem est un visage, une personne très connue maintenant parmi les rescapés du pogrom. Et c'est une société qui est très clivée. Hein. Vous savez, hélas, les accords d'Oslo ont été signés. Moi, j'avais 23 ans, j'avais votre âge. 23 ans, c'est ça à peu près? Non? Hein? Et j'ai pleuré quand j'ai vu que Arafat et Rabin étaient main dans la main et se serraient la main pour négocier une paix. Et Jonathan Silver, ce garçon dont je vous ai parlé tout à l'heure, 2 ans plus tard, il était sur les épaules de son père. Il était place des rois d'Israël à Tel Aviv. Et il y avait des drapeaux partout, des drapeaux hébreux dans tous les sens. Et un homme qui était sur la tribune, et cet homme s'appelait Yitzhak Rabin, c'était le Premier ministre à l'époque. Vous êtes ici à Sciences Po, histoire du Proche-Orient, vous connaissez bien toute cette histoire. Et ce jour-là, Yitzhak Rabin, le Premier ministre qui a signé les accords d'Oslo, a été assassiné. Mais il a été assassiné par un Israélien. Et Émilie Moati, qui a préfacé mon livre, me raconte que dans son école, Émilie Moati était députée, elle me raconte que dans son école, on avait appelé, les instituteurs ont appelé à une minute de silence et que les élèves ont refusé de faire ça. Certains élèves, parce qu'ils étaient dans une communauté très religieuse, elle aussi, qu'elle a quittée, les élèves refusaient de faire silence. Et comme le disait si bien monsieur, je vous laisse interpréter la suite. Voilà le fait, voilà les faits. En fait, on sait que les gens lisent de moins en moins, c'est bien dommage, et surtout les jeunes qui vont de moins en moins vers des filières littéraires et vers la lecture, etc. Il y en a qui lisent, mais c'est des exceptions. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que vous auriez une idée de comment on peut redonner aux jeunes cet amour de la lecture, de la littérature, d'apprendre du passé pour mieux se tourner vers l'avenir, en fait? En écrivant des bons livres. En essayant d'écrire des bons livres. Mais ça c'est archi prétentieux, je suis incapable. Comment on fait? On éteint les portables et puis on fait autre chose. On prend conscience que le portable, c'est votre pire ennemi. Il vous cadenasse, il vous enferme. Mais tout ça, c'est que des vérités que vous connaissez déjà. Hein. Le portable... Et puis en plus, avec ChatGPT, maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui va penser à votre place. Hein, puisque qu'est-ce qui est le plus cher en nous? Qu'est-ce qui nous définit? Le langage. Le langage. Et ChatGPT, l'intelligence artificielle, va formuler des phrases à votre place. Et à force de lui ordonner de formuler des phrases à votre place, il va finir par penser à votre place. Donc c'est un vrai danger. Mais ça, vous le savez bien. Si je peux simplement me permettre une suggestion, Monsieur Spitzer, pour voir si,
comment vous pouvez réagir, et ça répond à votre question. Est-ce qu'une partie de la réponse ne tient pas aussi dans la redécouverte pour les jeunes de nos classiques, de nos auteurs piliers qui écrivent en langue française, et Victor Hugo en est un. Un roman qui a forgé ma jeunesse et qui a eu une actualité cinématographique, c'est le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Dans certains pays, comme en Russie, les gens me regardaient avec des grands yeux en me disant « Mais vous n'imaginez pas la chance que vous avez de pouvoir le lire dans votre langue ». Parce que moi, je lis la traduction, et c'est déjà puissant, mais alors qu'est-ce que ça doit être en langue originale? Et pendant le confinement, c'est simplement une anecdote, puis après je vous laisserai la parole, j'ai découvert au hasard de recherche de podcasts sur l'application Radio France, un podcast sur Les Misérables de Victor Hugo, livre que je n'avais pas lu. Et donc, quand on était confinés, j'ai été à Paris dans le 18e, les librairies étaient fermées, et j'ai été pris d'une angoisse, parce que c'était un moment d'épidémie. Je me suis dit, mais en fait, en français, s'il y a autant de livres comme Les Misérables que je n'ai pas lus, et que j'attrape le Covid, et que je meurs, mais je n'aurais pas lu ces livres, Hugo, Balzac, Zola, qui ont été écrits dans ma langue, et je les aurais pas lus. Et donc la première chose que j'ai faite, j'avais noté la date, le jour où on a été déconfiné à la mi-mai, je me suis rué sur la librairie, j'ai acheté plein de classiques que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais du coup, voilà, comment est-ce qu'on... Voilà, ils sont là, mais comment est-ce qu'on pourrait faire, Kamel Daoud le disait aussi hier, et il sera samedi à Menton, donc c'est un Algérien qui est francophone, francophile, qui écrit en français, et la première fois qu'il est venu en France et qu'il a pénétré dans une librairie, il a été pris d'un traumatisme physique de se rendre compte que tous les livres qu'il avait un jour rêvé de lire étaient là au même endroit et qu'il n'allait pas réussir à le faire. Donc comment est-ce qu'on pourrait arriver à faire en sorte que nos jeunes redécouvrent aussi ces monuments qui sont en plus écrits dans notre langue? Oui, en confiance et juste avant le confinement, après d'ailleurs vous nous donnez votre recette, s'il vous plaît. Juste avant le confinement, je suis allé au cinéma avec ma fille, je suis allé voir le Joker. Vous vous souvenez de ce film, la première partie, le volume 1. Le Joker, c'est cette histoire fantastique du monde bouleversé, du renversement du sens, quand la violence est portée comme une valeur fondamentale et que la justice est une faiblesse, pour reprendre ce que vous disiez, monsieur. Et dans le Joker, voilà l'histoire. Le Joker, je disais à ma fille, mais tu sais d'où ça vient le Joker? Non. De Victor Hugo. Comment ça? Victor Hugo a écrit un livre qui s'intitule L'homme qui rit, qui est une merveille. C'est mon livre préféré. C'est l'histoire de cet enfant, Gwynplaine, vous savez, qui a le visage fendu de part en part. Et évidemment, quand le créateur de Batman est allé au cinéma, a vu dans les années 20-30 un film de Paul Lény qui racontait en noir et blanc et dans un film sans parole, muet, dans un film muet, l'histoire de l'homme qui rit. Il a dit, mais voilà, j'ai mon antagoniste, j'ai Batman, et ce sera lui, le Joker, ce sera mon personnage. Et c'est vous dire juste si... je reviens encore à cette idée, mais quand un auteur va jusqu'au bout de son personnage, il est parti de l'idée de Gwynplaine, cet enfant abandonné avec ce visage ravagé qui finalement est confronté à un monde où tout s'est inversé. C'est-à-dire que quand il est sincère, quand il s'exprime à la fin, il y a un discours fabuleux à la Chambre des Lords. Il est sincère, il dit qu'il vient de la misère, il dit qu'il a traversé les enfers, et il est tellement sincère qu'il est comme ça, et son visage, à cause de ces cicatrices, il a l'air d'être rieur, et toute l'assemblée est hilare. Donc tout se renverse. Les grands classiques, Victor Hugo notamment, sont allés tellement loin qu'ils ont encore beaucoup à nous dire. Beaucoup à nous dire. Et L'homme qui rit en fait partie. Voilà la richesse de cette littérature. Après, si Kamel Daoud, lui, était fou de joie quand il a vu que, en fait, ses rêves étaient à portée de main, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai grandi comme ça. Ils étaient jamais très très loin, et ils resteront jamais très très loin, parce que c'est à ça que servent nos bibliothèques. On y met des livres qu'on n'a pas encore lus, qui attendent leur heure, qui attendent le moment.
Et avec l'âge, c'est vrai qu'on va plus facilement revisiter nos classiques. Bonjour. Si on Vous appelez comment synthétise... J'ai oublié votre prénom. Moi, je m'appelle Théo. Théo, c'était Théo. Si on synthétise quelques-unes des questions précédentes, quand on a face à nous des personnes qui, comme ce monsieur tout à l'heure, veulent des choses un peu plus concrètes, et de l'autre, cet autre monsieur, un poète, qui nous parle d'une chose un peu plus théorique, qui est la sensibilité par la poésie, que je partage d'ailleurs, pourriez-vous, vous, qui avez eu l'opportunité d'aller sur le terrain, de pouvoir nous dire si l'art peut toujours avoir un impact, une place, quand les gens ont faim? Quand les gens ont faim? Oui, quand les gens ont faim, quand je veux dire en contexte de guerre. Et si oui, auriez-vous des exemples à nous partager? Merci. Alors je vais répondre autrement. D'accord. Il y a le dernier chapitre de mon livre, j'ai rencontré un philosophe qui habitait à Sderot, qui s'appelle Robert Albin. Et il me raconte la pyramide de Maslow. Vous connaissez la pyramide de Maslow? C'est cette pyramide qui raconte qu'on est structuré sur d'abord le besoin physiologique, nos besoins assumés, nos besoins physiologiques. Ensuite, notre besoin de sécurité. Après, notre besoin de sens. Après, notre besoin de l'estime de soi, la reconnaissance. Et il disait, moi, je suis arrivé tout en haut de cette pyramide il y a 40 ans, 45 ans, avec l'estime de moi. J'avais l'impression d'avoir trouvé ma place dans ce monde-là. Et du jour au lendemain, j'ai dégringolé jusqu'en bas de cette pyramide. Et je me retrouve tout en bas avec la capacité de répondre à mes besoins essentiels, mes besoins physiologiques. Je ne me sens pas en sécurité, donc je n'arrive pas à penser le monde. Je n'arrive plus à exercer. Je ne suis plus moi-même. Il y a des situations tellement dramatiques que c'est pas un livre qui pourra tout renverser, bien sûr. Ouais. Donc non, enfin la fin, non. Mais pour dénoncer une situation, il faut bien que quelque chose passe, il faut bien que le message passe. Hein. Un livre, un témoignage, pour dénoncer une situation, les camps d'extermination, un massacre en cours, il faut qu'il y ait un témoignage possible. Et le livre est une source de témoignage possible. L'écrit est une source de témoignage possible pour endiguer un drame. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, nous pouvons vraiment... Ah, si. Alors, voilà, on peut se laisser encore quelques minutes pour les questions et ensuite vous pourrez vous diriger quand vous sortirez de l'amphithéâtre principal sur votre droite. Vous aurez le stand de la librairie Les Mandarins de Roquebrune qui est venu apporter un certain nombre d'ouvrages de M. Sébastien Spitzer, dont le dernier, publié aux éditions Albin Michel. Nous aurions aussi beaucoup aimé proposer à la vente l'ouvrage d'Hidaya Saanfan, Nyongo, la face cachée de Mayotte. Mais si j'ai bien compris de mes recherches sur Internet, il est publié en métropole que dans quelques jours. Et je crois que j'ai vu le 17 octobre 2024, donc exactement la semaine prochaine. Mais en tous les cas, je pense que vous pourrez tout à fait le commander sur Internet et vous le procurer la semaine prochaine et on organisera celles et ceux qui veulent se le faire dédicacer. Hidaya, vous savez où elle est. Elle étudie ici, donc elle pourra très facilement vous le dédicacer. Rendez-vous est pris, c'est bien. Merci. Dans ce que vous avez évoqué, dans ce monde difficile, est-ce la foi en l'espérance qui peut finalement faire qu'on résiste pour ceux qui dans l'homme refusent de mourir? J'ai cru comprendre que peut-être vous étiez écrivain certes, mais vous aviez aussi la foi. Je me trompe, je le perçois, je ne sais pas. Oui, Jean Valjean est un personnage qui nous emporte haut, et puis la foi, elle est ravivée par ces moments terribles. L'espoir, oui, bien sûr, l'espoir. L'espoir, évidemment. Mais l'espoir, quand j'entends des propos comme celui de Jonathan Silver, dont je vous parlais tout à l'heure, pour moi, j'ai rencontré mon évangile vivant. Cet homme-là qui me dit, voilà, c'est pas
je vais reprendre le combat pour la paix alors que maman vient de mourir, ou que je rencontre la maman de Netta Epstein qui s'est jetée sur une grenade pour sauver la femme qu'il aimait, sa jeune fiancée qui avait 21 ans comme lui, pour lui épargner la vie parce qu'il avait appris ça, quand il y a une grenade, tu te jettes dessus le 7 octobre, et que sa maman, sa mère, la mère de Netta, me dit on va retourner, on attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir retourner au kibbutz et de reprendre le combat. C'est d'une force. Voilà, ça laisse sans voix, ça laisse sans mots. Je vous laisse évidemment mûrir cet exemple-là, mais il se loge là l'espérance. Il se loge dans ces trajectoires, dans ces parcours de vie, dans ce courage exemplaire qui nous montre la voie. Bien sûr, l'espérance. Un monde désespéré, c'est le monde de Joker. On n'en veut pas de ce monde-là. Le monde du chaos voulu. Mais l'espérance, elle se construit. C'est une volonté. Oui, j'ai pas de questions particulières à poser, juste une réflexion qui me vient sur le réel et les mots. Lacan disait que le réel, c'est ce contre quoi on se tape la tête. Percuté par le réel. Donc peut-être que à ce niveau-là, les mots sont inutiles. Je pense qu'en Palestine aujourd'hui, on se tape la tête contre 80 ans d'occupation, de colonisation, malgré l'apparente démocratie de traitement très très différent entre les Israéliens juifs et les Israéliens arabes. Donc là, il y a une réalité qui est factuelle et qui n'a pas besoin de passer par la fiction. D'autre part, les mots peuvent être à double sens, à triple sens, à quadruple sens. Un mot peut en cacher un autre. J'ai juste envie, pour conclure ce que je tenais à dire, de citer quelqu'un que je considère comme un des plus grands poètes du XXe siècle et qui s'appelle Bernard Noël. On voudrait pouvoir tout dire, mais ce n'est pas en disant tout qu'on peut le dire. Intéressant, Lacan, évidemment. Lacan, la réalité qui nous vient en pleine face et se cogner contre la réalité, cogner contre le réel. Mais Lacan était psychanalyste, psychiatre. Et le propre de la psychiatrie, c'est de formuler, dire, pour finir par trouver la bonne association d'idées, pour finir par trouver la bonne manière d'écrire. Enfin, oui. Mais la sincérité est une traduction du réel. Ah non, c'est comme l'espérance, c'est comme la foi, c'est comme le besoin impératif. C'est Je peux être extrêmement sincère en disant la pire des choses. Je pense que certains nazis étaient extrêmement sincères. Oui. C'est notre vérité. Nous avons une question derrière, allez-y, monsieur. Bonjour, je me présente, je m'appelle Camille, je suis lycéen au lycée Pierre et Marie Curie à Menton. Si on me le permet, je souhaite poser une question à Hidaya du coup. Pensez-vous que votre livre peut avoir un impact significatif sur ces questions qui demeurent ignobles à Mayotte? Pas nécessairement sur les politiques de l'île, mais peut-être sur la sensibilisation des jeunes et des moins jeunes. Quelle est votre vision à ce sujet? Alors, je dis qu'il a déjà un impact parce que, alors ce livre, je l'ai écrit à 16 ans. À 14 ans, j'ai grandi à 14 ans, je suis devenue une adulte à 14 ans parce que c'est à 14 ans que j'ai commencé en fait à voir mais dans quel monde est-ce que je vivais. Et le besoin d'écrire m'a poussée à écrire ce livre, pas juste un livre, mais un témoignage de notre quotidien, mais aussi dans le but de réveiller ces jeunes qui, comme moi, croyaient
à la naïveté du monde, monde parfait. Et à Mayotte, en fait, il a beaucoup tourné parce que c'est la première fois qu'une jeune Mahoraise écrit quelque chose. Et il est surtout lu dans les collèges, lycées, pour justement sensibiliser ses élèves, leur dire que oui, vous vivez des choses ignobles dans un monde très très difficile, mais il y a toujours un espoir, toujours, il faut y croire. Et je suis intervenue dans plusieurs lycées, plusieurs collèges pour exprimer mon vécu parce que j'ai un passé très compliqué. Et en fait, ça a déjà un impact parce que j'espère qu'en lisant mon livre, les mentalités, surtout à Mayotte, vont changer. Et comment vous dire, c'est une lumière, je pense, mon livre. C'est une lumière pour ouvrir aux jeunes filles qui, comme moi, ne comprennent toujours pas. Et pas qu'aux jeunes filles. Il y a aussi les adultes, parce que je vise aussi les adultes dans mon livre. Il y a des adultes qui ont besoin qu'on leur dise la réalité, de manière cruelle parfois. Mais tel est le monde en fait dans lequel j'ai grandi, dans lequel on a grandi. Voilà, donc oui, je pense fortement que ça peut avoir un impact. Et d'ailleurs, quand je l'ai écrit, quand je l'écrivais, je racontais des petits passages à ma petite sœur qui avait, 14 ans. Elle me disait, mais t'es horrible, si maman, elle apprend que t'as écrit ça, elle va te tuer. Ok, est-ce que c'est la vérité ou c'est faux ce que j'écris? Oui, c'est la vérité, mais c'est horrible. Qu'elle change cette vérité si elle est horrible. Voilà. C'est horrible, mais c'est la vérité. On peut rester sur cette citation de Marcel Proust, sincèrement. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est une magnifique conclusion, merci beaucoup. Merci beaucoup à nouveau à toutes et à tous pour votre présence. Merci à nos invités, Sébastien Spitzer, Idalia Sarofan. Un immense merci. Bravo. Merci.